Les débats concernant le commerce mondial tendent à se réduire à un clivage manichéen entre libre-échange et protectionnisme. Le commerce mondial n'est pourtant pas une fin en soi. Il n'est pas non plus la cause de tous les maux. Pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent, notre invité ce soir, Arnaud Zacharie, a cherché des solutions dans la coopération multilatérale qui permettrait d'intégrer des échanges internationaux dans des normes d'intérêt général. L'enjeu, faire du commerce mondial un levier de développement durable pour toutes et tous, en proposant des solutions concrètes. Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Des solutions concrètes, donc, c'est ce que propose Arnaud Zacharie. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Il est notre invité ce soir, secrétaire général du Centre national de coopération au développement, maître de conférences à l'ULB et l'ULiège. Dans un nouvel ouvrage en nos éditions, Liberté, j'écris ton nom, refonder le commerce mondial du libre-échange à l'échange durable. Je précise que ce livre s'inscrit aussi dans le cadre de la seconde phase de la campagne du Centre d'action laïque, Santé de tous, santé pour tous, contribuant à penser de façon radicale le tournant dans lequel la société se trouve aujourd'hui et le développement de nouvelles solidarités à l'échelle mondiale. Alors Arnaud Zacharie, vous êtes docteur S-sciences politiques et sociales. Vous croyez encore à un changement, sinon vous n'écririez pas ce livre. Vous ne vous contentez pas non plus de dire qu'on va dans le mur sans proposer des solutions pour éviter la catastrophe. Non, le commerce mondial, dites-vous, c'est la cause de tous nos maux. Non. Vous proposez d'autres choses. Qu'est-ce que vous proposez et sur quoi est partie l'idée de ce livre, Arnaud Zacharie ? D'abord, l'idée de ce livre, c'est de se rendre compte que d'une part, on est en route vers la transition écologique, plus ou moins rapidement, on verra. Mais en tout cas, les gouvernements sont en train d'imposer des normes et des règles climatiques à tous les acteurs. Et puis d'un autre côté, on voit que les politiques commerciales, en tout cas du point de vue de l'Union européenne, continuent à être considérées comme un objectif de libéralisation, comme une fin en soi. Et puis on a eu l'épisode Trump qui lui a pointé du doigt le commerce international comme la cause de tous les maux aux États-Unis. Donc on s'est retrouvé un peu ces dernières années embarqué dans un débat manichéen entre la libéralisation tous azimuts modèle de la Commission européenne et puis le protectionnisme unilatéral à la Trump. Or, on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre si on veut que le commerce mondial soit un levier de développement durable, soit un levier de la transition écologique, mais aussi de la réduction des inégalités et des pandémies, puisque la question du commerce international est intimement liée aussi aux réponses aux pandémies. Donc, l'objet de mon livre, c'est justement de voir comment le commerce mondial pourrait être un puissant levier pour faire face aux grands enjeux mondiaux de notre temps, évidemment les pandémies, le changement climatique et les inégalités mondiales. Et donc vous pensez que faire de ce commerce international un levier qui se mettrait au service de quoi ? De l'emploi, du climat, de la santé, de la démocratie, c'est possible ? Parce qu'on a l'impression que non, qu'on est arrivé au bout d'un système. Alors vous allez me dire, on va justement changer de paradigme, mais en quoi est-ce que ça pourrait être un levier de quelque chose ? Ça pourrait être un levier parce que ça pourrait servir d'incitant pour généraliser des modes de production et de consommation durables. On pense souvent que si on consomme un produit qui a été fabriqué bien loin, on va polluer. Mais en fait, le lieu de production d'un produit n'est pas l'élément décisif. On peut avoir un produit qui a été fabriqué bien loin de chez nous, mais selon des modes de production tout à fait durables, avec un mode de transport qui est aussi durable, oui, alors qu'on pourrait consommer un produit made in Belgium, mais qui a été produit dans des conditions tout à fait de travail indécentes et en polluant l'environnement. Donc, la distance n'est pas le seul facteur. Et puis, d'autre part, si on décide, comme on est en train de le faire en Europe avec le Green Deal européen, d'imposer une tarification carbone sur toutes les activités économiques, d'imposer des normes à tous les producteurs européens, mais qu'en même temps, on laisse le reste du monde exporter vers l'Union européenne des produits moins chers parce que non durables. Ça va nous mener non seulement à un désastre économique et social, puisque nos producteurs européens vont être concurrencés de manière déloyale par des exportations de pays tiers qui ne respectent pas les mêmes normes climatiques qu'en Europe. Mais en plus, ça n'aura aucun impact positif sur le climat, puisque ce qu'on ne va pas émettre en Europe, en fait, on va l'importer, ça sera émis ailleurs dans le monde, et on va simplement délocaliser des émissions de carbone ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle les fuites de carbone. Donc, pour éviter cette impasse, on est obligé de prendre en compte le commerce international, donc d'arrêter de considérer
que la question du changement climatique ou des inégalités ou de la santé sont des tabous en matière de politique commerciale et au contraire, inscrire ces objectifs de réduction des inégalités, de transition vers des modes de production et de consommation durables et d'éradication des pandémies comme un objectif de ces politiques commerciales. Et donc c'est ça que je décline dans l'ouvrage, que j'appelle l'échange durable, du libre-échange à l'échange durable, c'est-à-dire d'encastrer les échanges internationaux dans des normes publiques d'intérêt général. Alors c'est vrai que le plus simple, ça serait qu'au niveau multilatéral, par exemple au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, où quasiment tous les pays du monde sont membres, on décide d'imposer à toutes les entreprises du monde des normes sociales, environnementales et sanitaires minimales. Mais on sait bien que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Donc je développe toute une série de pistes pour utiliser le marché européen, l'accès au marché européen comme levier justement pour généraliser ces normes sociales et environnementales, ce que j'appelle la mondialisation des normes sociales et environnementales. Dans ces mécanismes justement, expliquez-nous ce que c'est un mécanisme d'ajustement carbone, parce qu'on vient d'en parler. Il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table. Donc quelque part le changement est en cours, même si la question est de savoir est-ce que les mesures seront suffisamment ambitieuses. Donc le 14 juillet dernier, la Commission européenne a proposé un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les importations en provenance de pays tiers seraient pénalisées si elles ne respectent pas les mêmes normes climatiques qui sont imposées en Europe via le Green Deal et via la tarification carbone. Ça permet d'une part de s'assurer que les producteurs européens ne vont pas être concurrencés par ces mesures déloyales. Ça permet surtout d'éviter les délocalisations, parce que si vous imposez des normes sur le marché européen, mais qu'il n'y en a pas en dehors du marché européen, c'est très simple pour une multinationale de délocaliser en dehors du marché européen, de ne pas payer la tarification carbone et d'inonder le marché européen de ses produits. Mais l'ajustement carbone, ça ne sert pas seulement à protéger la compétitivité des entreprises européennes qui seraient soumises à des normes environnementales ou d'éviter les délocalisations. Ça permet aussi d'inciter le reste du monde à adopter les mêmes normes environnementales. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Europe le premier marché de consommation au monde, donc ça c'est l'avantage. Ça, je l'ai appris grâce à vous. Personne ne peut Nous sommes le premier marché de consommation. Tout à fait, c'est ce qui est normal. Donc faut arrêter de penser que l'Europe, là, on est un petit continent et que Non, c'est la première puissance commerciale et le premier marché de consommation au monde, évidemment, qui est fragmenté parce qu'il y a des forces nationalistes qui rongent l'Union européenne de l'intérieur. Mais si on a une politique unique, on a une force de frappe très importante. Aucune entreprise ne peut se passer du marché européen et elle ne peut pas délocaliser, puisque même si elle délocalise, elle va devoir payer la pénalité si elle ne veut pas respecter les mêmes normes. Mais pour les pays tiers qui ne voudraient pas appliquer tarification carbone, ils ont même intérêt avec ce mécanisme à l'adopter sur leur propre marché, parce qu'autrement, ils vont devoir payer la pénalité à l'Union européenne. Tandis que s'ils décident d'égaliser les mesures, c'est-à-dire d'avoir à leur tour une tarification carbone, les entreprises de ces pays tiers vont payer la tarification carbone qui va arriver dans les recettes de l'État tiers et puis dans les recettes de l'Union européenne. Donc ce mécanisme d'ajustement carbone, c'est un moyen d'éviter les fuites de carbone, donc les délocalisations de carbone vers des pays tiers. Donc ça permet de protéger les producteurs européens contre la concurrence déloyale, mais c'est aussi un puissant incitant pour que le reste du monde, à son tour, adopte les mêmes normes climatiques. Donc la Commission européenne a proposé le 14 juillet dernier une proposition qui va dans le bon sens parce que c'est un mécanisme d'ajustement carbone. Malheureusement, il y a toute une série de problèmes. D'abord, on commence par 5 secteurs, donc ça reste limité, on ne prend pas en compte toutes les importations, mais les secteurs les plus polluants, on dit que c'est un premier pas vers la généralisation, donc ça on peut encore l'entendre, mais il y a une proposition d'exempter les producteurs européens de la tarification carbone jusqu'à fin 2035. Et c'est une fameuse contradiction puisque on parle de Fit for 55, donc on doit réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et on propose d'octroyer des exemptions jusqu'à fin 2035, jusqu'à début 2036 aux producteurs européens. Donc non seulement c'est une aberration d'un point de vue climatique, mais en plus, si on a un mécanisme d'ajustement carbone et qu'en même temps on permet
à nos entreprises européennes de polluer gratuitement, alors une concurrence déloyale, c'est illégal aux yeux des règles du commerce international, et donc l'Union européenne pourrait être poursuivie devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Et alors, dernier problème, c'est que les pays en développement ont moins les moyens que les pays riches, comme en Europe, d'adopter des normes ambitieuses. Donc, ils ont besoin d'être financés pour ça. Or, la proposition de la Commission européenne est de conserver la totalité des recettes issues des pénalités qui seraient payées par les entreprises exportant des pays tiers vers le marché européen. Or, si on voulait un véritable cercle vertueux, passer de la course au moins-disant environnemental actuel à une course au mieux-disant, bien alors il faut rétrocéder au moins une partie des recettes vers, par exemple, le fonds vert pour le climat, pour financer l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et pour financer l'adaptation au changement climatique dans ces pays en développement. Donc, ce mécanisme, cette proposition n'est pas parfaite, mais voilà, elle va être débattue par le Parlement européen, par les États membres, donc on peut tout à fait régler les problèmes que je viens de détailler. D'un côté, le danger, effectivement, c'est le protectionnisme européen. Il ne faudrait pas non plus en venir à un trumpisme qu'on critique. Et puis ne pas laisser sur le côté de la route les pays en voie de développement. On ne peut pas, vous dites, être prospère en laissant la moitié des pays en voie de développement dans la misère. Oui, puis de toute façon, c'est un mauvais calcul d'un point de vue climatique. On sait que, imaginons science-fiction, demain, tous les pays riches arrêtent toute émission de gaz à effet de serre. Mais rien qu'avec les émissions prévues dans les pays en développement, on dépassera les seuils qui ont été fixés par le GIEC et par l'accord de Paris pour le climat. Donc, on est contraint, on est obligé de coopérer avec les pays en développement parce que la transition écologique, elle doit être mondiale. Autrement, si on ne fait que délocaliser les émissions pour les consommer après les avoir importées, ça ne va rien changer pour le climat. Alors, vous avez aussi un chapitre, on va un petit peu en arrière, mais on se balade un peu dans votre livre comme ça, et puis on peut comme ça finir ces longues soirées d'hiver. Vous définissez d'abord les grands gagnants et les grands perdants de la mondialisation commerciale, et vous en tirez les leçons. Pourquoi ? Quels sont-ils déjà Oui, parce que c'est important. Et j'explique aussi tout un chapitre sur les théories du commerce international, où je refais un peu 2 siècles de débats sur les théories du commerce international, et qui sont très intéressants, mais qui prennent toujours les gains ou les pertes en moyenne pour un pays. Or, il y a la question de la distribution des gains. Il y a des gagnants et des perdants dans chacun des pays. Et puis, il y a la question de la durabilité des biens et des services qu'on échange, et qui est évidemment très important d'un point de vue environnemental. Donc, qui sont les gagnants ? Les grands gagnants, ce sont les principales multinationales et leurs actionnaires qui profitent de positions dominantes. On a tous les secteurs qui sont dominés par quelques grandes multinationales, ce qu'on appelle une concentration oligopolistique. On a aussi des consommateurs qui peuvent profiter de prix plus bas. Si les biens sont fabriqués dans des pays à bas salaire, fatalement, ça réduit les coûts de production et donc ça donne accès à des biens de consommation à plus faible coût. Et puis, on a les ateliers du monde, notamment en Chine, où on a des centaines de millions de personnes qui ont trouvé un emploi industriel, qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Donc là, c'est un peu les gagnants du système. Mais à côté de ça, on a toute une série de perdants et qui se font de plus en plus entendre et qui mettent même à mal les fondements de la démocratie libérale parce qu'ils votent pour des Trump et pour des leaders politiques qui défendent l'agenda national populiste. Donc, parmi les perdants, déjà, il y en a parmi les entreprises, puisqu'il y a quelques dizaines ou centaines de grandes multinationales qui contrôlent les différents secteurs de l'économie, mais à côté de ça, il y a des centaines de milliers d'entreprises qui sont mises sous pression et leurs travailleurs également. On a de plus en plus des grands groupes multinationaux qui emploient une partie marginale des employés de toute la chaîne de production, et donc ces employés, c'est souvent entre 5 et 10% du total. Ils ont une bonne couverture de protection sociale, ils ont des droits syndicaux qui sont respectés, etc. Mais les 90 à 95% restants, eux, travaillent dans des sous-traitants, avec souvent des sous-traitants sans cascade, sans aucun contrôle, et donc sont mis sous pression et doivent faire face à des conditions de travail ou un environnement tout à fait défavorable. On a aussi, évidemment, dans la liberté des échanges, des puissances commerciales qui en sortent gagnantes. En gros,
les pays d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, la Chine, le Japon, mais on a des pays en développement, des dizaines de pays en développement qui dépendent des matières premières à faible valeur ajoutée. Donc certes, ça enrichit une élite, on l'a encore vu récemment dans l'actualité vis-à-vis de la République démocratique du Congo, avec Hold Up Congo. Donc ça enrichit une élite qui profite de la rente, de ses ressources naturelles, mais ça crée peu d'emplois, c'est déconnecté du reste de l'économie, ce sont des matières premières à faible valeur ajoutée parce qu'elles ne sont pas transformées sur place, donc ça crée pas beaucoup d'emplois décents. Oui. Donc ça exacerbe les inégalités dans ces pays et ça les contraint à la stagnation. Et puis évidemment, il y a l'impact climatique du commerce mondial. En principe, le commerce mondial pourrait favoriser l'environnement s'il facilitait les échanges de biens durables ou de technologies vertes. Mais dans la pratique, on a plutôt une course au moins-disant environnemental, puisque c'est la course au prix le plus bas. Donc, dans un marché mondial totalement libéralisé, on va plutôt voir des produits non durables et donc moins chers qui vont être échangés en priorité. Et donc, il faut de nouveau des normes publiques, des règles pour réguler ce commerce mondial, pour le mettre au service de la réduction des inégalités, de la lutte contre le changement climatique et contre les pandémies. Vous parlez aussi de désarmer les tribunaux d'arbitrage. Oui, donc ça, c'est un phénomène qui est tout à fait inquiétant parce que quelque part antidémocratique. Donc ça provenait des années 60, au moment des indépendances des pays du tiers-monde. On avait des coups d'État avec des dictatures qui étaient mises en place. Donc les entreprises voulaient se protéger à juste titre contre des expropriations autoritaires de régimes dictatoriaux. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a des centaines d'accords bilatéraux qui ont été signés. Il y en a plus de 2500 en vigueur aujourd'hui d'accords bilatéraux d'investissement qui sont dotés de ces tribunaux d'arbitrage privés, c'est-à-dire 3 personnes qui peuvent sans appel juger d'une poursuite d'un État par un investisseur étranger, donc par une multinationale. Et donc on a même le fameux traité sur la charte de l'énergie que je développe en particulier parce que celui-là permet des tribunaux d'arbitrage complètement incompatibles avec les objectifs climatiques, avec les objectifs du Green Deal ou de l'accord de Paris sur le climat. Ils ne sont plus du tout en accord avec nos sociétés. Donc ça permet à des multinationales donc de poursuivre les États devant des tribunaux d'arbitrage privés pour expropriation indirecte. Et l'expropriation indirecte, c'est toute mesure, toute politique publique, qu'elle soit sociale, sanitaire, environnementale ou autre, qui viendrait contre les intérêts. Qui vient réduire les profits escomptés par l'investisseur au moment où le traité bilatéral a été signé. Donc, pour vous citer des cas concrets de 2021, les géants énergétiques allemands RWE et Uniper poursuivent les Pays-Bas devant un tribunal d'arbitrage privé et lui demandent 2,5 milliards d'euros au total pour les 2 cas. Pourquoi ? Parce que les Pays-Bas ont décidé de sortir du charbon en 2030. Et c'est précisément ce que tout le monde est en train de faire, puisqu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles, à commencer par le charbon. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces géants des énergies fossiles qui veulent exploiter jusqu'à la dernière goutte pour faire du profit, se disent si les États décident de sortir des énergies fossiles, on va les poursuivre devant des tribunaux d'arbitrage, leur demander des indemnités exorbitantes, et donc on va en fait faire supporter par les contribuables de ces pays, donc notamment par les contribuables européens, le coût de la sortie des énergies fossiles. Et donc, on a une espèce d'assurance-vie pour les géants des énergies fossiles grâce à ce mécanisme. Donc, c'est le genre de traité qu'il faut démanteler, il faut en sortir. Le supprimer, c'est pas facile parce qu'il y a 53 États membres et il faut l'unanimité. Par contre, on peut en sortir, mais ils avaient prévu une sunset clause, comme ils l'appellent. Donc, pendant 20 ans, les investisseurs étrangers peuvent continuer à attaquer un pays qui, pourtant, se serait retiré de ce traité. Mais il y a une possibilité d'un retrait collectif de l'Union européenne et des autres États membres qui le souhaiteraient et de neutraliser ces tribunaux d'arbitrage par ce qu'on appelle un accord intersé, donc un accord entre eux, ces pays décidant de mettre cette clause au frigo et donc de désarmer les tribunaux d'arbitrage. C'est évidemment une nécessité, non seulement d'un point de vue démocratique, parce que comment 3 arbitres privés, c'est même pas des juges,
juges peuvent décider de remettre en cause des politiques publiques décidées démocratiquement par des États en matière d'environnement, de santé ou de social ou par exemple de fiscalité. L'Équateur a été condamné cette année parce qu'il avait décidé d'augmenter les impôts sur les sociétés. Donc vous imaginez, alors que c'était un choix tout à fait démocratique. Mais c'est aussi un gros problème d'un point de vue climatique parce qu'à partir du moment où des sociétés d'énergie fossile polluantes peuvent traîner devant un tribunal d'arbitrage des États qui décident de sortir des énergies fossiles, c'est évidemment un incitant à ne pas le faire. D'ailleurs, Nicolas Hulot avait démissionné en tant que ministre du gouvernement Macron en dénonçant le fait qu'il avait été menacé, la France avait été menacée d'être poursuivie devant un tribunal d'arbitrage si elle appliquait la loi sur la sortie des hydrocarbures en 2040, ce qu'on avait appelé la loi Hulot. Vous parlez de fiscalité justement. Comment trouver un consensus mondial aussi sur les impôts des multinationales? Alors bon, les taux d'imposition baissent, on pourrait se dire c'est bien, il y a l'accord de l'OCDE, là, des 135 pays environ, qui fixe l'impôt minimal à 15%. Ça c'est bien, c'est un tournant ou ce n'est pas encore assez selon vous? C'est en tout cas une première étape tout à fait majeure. Donc en effet, on vit, c'est ce que j'explique au début du livre, dans une économie mondiale où les produits qu'on consomme sont made in monde. Jusqu'au début des années 80, on pouvait dire un produit il est made in France ou made in Belgium ou made in USA parce qu'il était fabriqué dans un seul endroit. Depuis les années 80, les multinationales ont décomposé leur chaîne de valeur à l'échelle internationale. Donc, elles ont divisé en différentes étapes la fabrication des produits. Et pour chaque étape, elles ont cherché à le localiser dans les endroits où ça coûte le moins cher. Outre cette décomposition internationale des processus de production, c'est très simple pour une multinationale d'ouvrir une filiale boîte aux lettres dans un paradis fiscal, d'y transférer les profits qui sont engendrés ailleurs dans le monde où les impôts sont plus élevés, pour éviter de payer des impôts dans ces pays et de payer parfois zéro dans un paradis fiscal. On a beaucoup de cas. En 2020, Microsoft a payé 0% d'impôts sur les 315 milliards de dollars de profits sur l'utilisation de tous ces logiciels à l'échelle mondiale. Donc elle a transféré tout ça dans une filiale en Irlande. Il y a 0 employé dans la filiale de Microsoft en Irlande, et 315 milliards de dollars de profit, ça représente les 3/4 du PIB irlandais. Donc c'est pour vous dire les montants dont on parle, 0% d'impôts. Donc ça veut dire que les pays voisins où Microsoft a vendu des ordinateurs et a utilisé ces logiciels sont privés de recettes fiscales auxquelles ils auraient droit. Donc on a décidé d'un taux minimum mondial de 15%. C'est insuffisant parce que le taux minimum mondial actuel, il est à 24%. Donc ça va pas mettre fin à la course au moins 10 ans fiscale puisqu'on est passé de plus de 45 à 24% en 3 décennies. Donc chacun se fait concurrence pour attirer les multinationales chez soi plutôt que chez le voisin. Et donc ça entraîne une baisse généralisée de ce taux théorique. Mais comme je viens de le citer avec le cas irlandais, il y a des paradis fiscaux qui offrent du 0%. Ça tue quand même un peu le business model. Voilà, le 15% va tuer le business model de ces paradis fiscaux qui offrent parfois du 0% ou quelques pourcents. Un autre point de votre livre, ce serait la propriété intellectuelle. Vous parlez beaucoup du partage des technologies, c'est un point important aussi. Droit de propriété intellectuelle, on le voit évidemment pour le moment, c'est criant avec la levée des brevets et l'accès aux vaccins, ainsi que les technologies vertes. C'est un passage obligé, ça aussi, pour refonder le... Oui, parce que on parle d'accords de libre-échange, mais en fait, quand on regarde le contenu des accords de libre-échange, et on doit mettre des guillemets, parce que on a des accords où on négocie la protection des investissements étrangers, avec les fameux tribunaux d'arbitrage dont on vient de parler, et puis la protection des droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire octroyer un monopole de minimum 20 ans à des entreprises qui ont déposé un brevet. Et c'est notamment le cas dans le secteur pharmaceutique. On en parle beaucoup actuellement avec les vaccins et les traitements contre le Covid-19. Mais c'est aussi le cas avec les technologies vertes. Et si on veut décarboner nos processus industriels, il faut des technologies vertes. Et s'il y a des brevets qui les rendent trop chers, que les pays en développement n'y ont pas accès, on n'arrivera pas à cette transition à l'échelle mondiale. Donc il faut des flexibilités dans les droits de propriété intellectuelle. C'est tout à fait légitime de protéger des innovations et des inventions, mais les brevets et les droits de propriété intellectuelle ne sont pas un droit absolu.
plus. Lorsque ils sont un frein à la résolution d'enjeux mondiaux comme la santé, l'environnement, revenir à bout d'une pandémie ou d'éviter des règlements climatiques excessifs, mais alors il faut des flexibilités. Et donc depuis octobre 2020, une centaine de pays en développement avaient proposé dans la foulée de l'Inde et de l'Afrique du Sud de suspendre les brevets sur les vaccins et les traitements contre le Covid-19. Malheureusement, les pays riches avaient mis leur veto. Et puis en avril, les États-Unis, sous l'administration Biden, ont donné leur soutien. Et avec eux, d'autres pays riches ont suivi, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, toute une série d'autres pays, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni et la Suède qui bloquent. Donc on est dans cette situation alors que le sommet de l'Organisation mondiale du commerce démarre avec évidemment cette question qui est tout à fait centrale. Alors qu'est-ce que ça permettrait, une suspension des brevets ? Ça permettrait de lever l'obstacle légal, parce que les brevets octroient un monopole de minimum 20 ans, ça veut dire que même si vous avez les capacités de produire des vaccins, par exemple, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que c'est légalement protégé par les brevets. Or, on a une situation aujourd'hui où tous les pays riches et émergents ont des taux de vaccination de 70, 80, parfois 90%. On est déjà en train d'octroyer une 3e dose, alors que dans les pays à faible revenu, on a moins de 3% de la population qui est vaccinée. C'est pas très malin parce que on est déjà en train de l'apprendre avec le variant Delta en provenance d'Inde, alors que l'Inde avait des déficits de vaccination parce qu'elle exportait une bonne part de ses vaccins jusqu'à ce qu'elle interdise les exportations fin mars 2021, rattrapées par le variant Delta. Pour s'occuper un peu d'elle-même. Si on ne vaccine pas l'ensemble de la population mondiale, il peut y avoir des variants plus contagieux et plus résistants aux vaccins, y compris mettre à mal, dans le pire des cas, la campagne de vaccination dans les pays riches. Donc c'est pas très malin parce qu'on est tous interconnectés, on est tous interdépendants dans un monde de plus en plus interdépendant. Donc on a intérêt à renforcer cette coopération internationale avec les pays en développement et ici précisément à permettre à ces pays en développement, notamment africains, d'avoir des capacités de production pour leur propre population, puisqu'on voit bien que les vaccins sont une denrée rare parce qu'elles sont le monopole de quelques grandes firmes multinationales et que chaque gouvernement, le belge comme les autres, sont poussés par leur opinion publique pour régler cette pandémie, donc vacciner un maximum de personnes et 3e dose s'il faut et de revacciner chaque année si ça devient une maladie endémique comme c'est une possibilité. Donc quelque part cette pandémie de Covid-19 pourrait être une opportunité. Parce que pour les pays africains, par exemple, le Covid-19, c'est une pandémie parmi d'autres. On a Ebola, on a eu Zika, on a d'autres comme la malaria et le sida, évidemment, depuis plus longtemps. Donc, on a tout intérêt à développer des capacités de production, de médicaments, de vaccins contre des pandémies qui, parfois, ne touchent que les pays en développement et donc n'intéressent absolument pas les pays riches, contrairement au Covid-19 actuellement. Et ça implique de lever, de pouvoir suspendre les brevets lorsqu'on fait face à des besoins comme ceux auxquels on fait face actuellement. Et cela doit être accompagné d'un transfert de technologie, c'est-à-dire que les entreprises doivent former le personnel d'autres entreprises de pays en développement pour pouvoir avoir des capacités de production pour la pandémie actuelle, mais aussi pour d'éventuelles futures pandémies ou d'autres pandémies qui existent déjà en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Bien sûr, il nous reste 1 minute environ, Arnaud Zacharie. En gros, et vous concluez votre livre aussi avec ça, il faudrait refonder totalement l'Organisation mondiale du commerce. On doit opérer un paradigme. En conclusion, 50 secondes, Arnaud Zacharie. L'OMC, de toute façon, est en mort clinique parce que les États-Unis ont mis leur veto sur la nomination de nouveaux membres à la Cour d'appel. Donc, elle doit se réformer ou mourir. Mais c'est une opportunité, de nouveau, que l'Organisation mondiale du commerce soit une organisation au service de ces enjeux mondiaux. Donc, par exemple, généraliser les mesures anti-dumping social ou environnemental, permettre des subsides qui vont soutenir la transition énergétique ou avoir un traitement spécial et différencié pour les pays en développement. Ce sont toute une série de pistes que je développe et plus généralement de refonder les centaines d'accords bilatéraux qui sont négociés par les États, en Europe par l'Union européenne puisqu'elle a la compétence pour le volet commercial. C'est un enjeu important parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Mais en même temps, on est dans un contexte tout à fait propice puisque
le commerce tout mondial changer. est vraiment dans un sale état. En plus, on est face à des pénuries suite à la pandémie de Covid-19. Donc là, on doit revoir les chaînes de production. C'est le bon moment. Il faut qu'elles soient plus durables, plus courtes, plus localisées. Et ça n'arrivera pas sans politique publique. Donc, on l'a abordé avec la question fiscale. Parfois, des mesures internationales qu'on croyait impossibles, avec un peu de volonté politique, avec un peu de leadership de certains pays, on peut aboutir à des décisions qui certes sont imparfaites, mais permettent en tout cas de faire un pas dans la bonne direction. Vous donnez de bonnes pistes pour aller dans cette direction-là. Arnaud Zacharie, merci beaucoup. À se procurer d'urgence, refonder le commerce mondial du libre-échange à l'échange durable aux éditions Liberté, j'écris ton nom. Merci beaucoup Arnaud Zacharie d'avoir été notre invité ce soir. À très bientôt, on se donne rendez-vous pour un autre rendez-vous de la laïcité samedi prochain. Merci à tous, bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.